Hotep. Aujourd'hui, je vais vous lire la 4e partie du livre « Ceux qui sortent dans la nuit » de Moutlon. Bonne écoute. Après les explications concernant ce fameux voyage que je devais entreprendre, nous sommes allés vers le quartier Gwa Ekele pour retrouver Damé qui m'expliqua toutes les modalités du voyage retour. Demain matin, tu prendras le train pour Messando. Sois à la gare avant 7h30. Quand tu arriveras à Messando, demande le domicile de M. Liba, du village de Somaboye. Je répète le nom afin que tu puisses retenir bien. Monsieur Liba. C'est quelqu'un de très connu là-bas. Un homme respectable et un de mes amis. Il est déjà prévenu de son côté. Il est déjà prévenu de ton arrivée et il te prendra directement sur sa protection. C'est lui qui est chargé de t'emmener sur le site où était implanté le village de Jamlembe, à l'époque qui nous intéresse exactement. Il semblerait qu'il y ait eu une petite migration à un moment, mais Limbe connaît très bien la bourse et il te conduira à l'emplacement originel. Tu as 24 heures pour faire tes repérages et indiquer à Limba l'endroit où tu souhaiterais que la fosse soit creusée. Nous sommes lundi. Jeudi, Damé et moi te rejoindrons là-bas et tu mettras le cap sur 1705. Ce matin-là, le train était arrivé exceptionnellement avant 11h. Arrivé dans le village, j'ai pu reconnaître la maison qu'on m'avait indiquée d'un coup d'œil. Je percevais des bruits de cuisine venant de l'arrière. J'en fis le tour et me pointai à l'entrée de la cuisine. Une femme pilait énergétiquement du manioc dans un mortier. Elle resta le pilon en l'air en me voyant. « Bonjour, madame. C'est bien le domicile de Limba, n'est-ce pas? »« Oui, qui la demande? »« Je m'appelle Alain Sona, je viens de Yaoundé. »« Ah, Alain Sona, c'est toi qui viens de la part d'Ada, n'est-ce pas? »« Oui, c'est bien moi. »« Il nous a prévenus. Mais on pensait que tu viendrais le soir. Et mon mari devait aller t'attendre à la gare. » Ada a finalement pensé que ce serait mieux que j'arrive en plein jour. Madame Limba ouvrit portes et fenêtres de la maison principale, puis se mit sur le seuil pour m'inviter à entrer dans le salon par la porte centrale. « C'est tout ce que tu as comme bagage? Tiens, tu peux poser ton sac dans cette chambre. C'est celle de mes fils. S'ils n'étaient pas en classe, ils t'auraient déjà emmené nager dans la Libenga. » La chambre des garçons était un modèle de la chambre des garçons. Désordre et simplicité partout. J'ai déversé sur le lit vacant le contenu de mon sac à dos. Un jeans, 2 t-shirts, un caleçon, une trousse de toilette, une paire de tongs, une lampe torche, des écouteurs, une tablette et un Mac de 2002. J'ai pris mes écouteurs et je suis sortie de la chambre en direction de la cuisine. Madame Limba, badigeonnée de pâte de manioc, ne s'arrêta pas de piler cette fois-ci quand j'entrai dans sa cuisine. « Y a-t-il un chemin autre que le gué pour aller au centre-ville? »« Oui. Tu n'as qu'à continuer sur la piste par laquelle tu es arrivé. En prenant le chemin à gauche, à tous les carrefours. Mais c'est beaucoup plus loin. Par là, est-il possible d'arriver au lycée? Oui. Une fois sur la grande route, tu ne peux pas te perdre.
Je veux voir du pays. Je serai sans doute de retour en même temps que les garçons. Mhm. Henri sera déjà arrivé. Je lui dirai que tu es là. Après quelques marches, j'ai pu voir un campus de toute beauté, aisément reconnaissable à l'architecture de la plupart des établissements d'enseignement secondaire du Cameroun. D'ailleurs, le brouhaha qui s'élevait de l'endroit ne permettait aucun doute. Je me suis rapprochée et m'infiltrai dans le campus et demanda: qui s'appelle Limba, troisième du nom? Lequel? Peu importe lequel. Il y en a un qui est puni dans le bureau de monsieur Mani. Le plus grand est dans sa classe. Et Mouche est allé nager avec les filles dans le Libenga. Oh, hé, Mouche! Viens par ici, on te cherche. Le garçon arriva d'un trait, l'air inquiet, et demanda ce qu'on lui voulait. Il avait 12 ans, 13 maximum. C'est moi qui te cherchais en réalité. Ah, je m'appelle Alain. Je passais par là, et comme j'avais hâte de rencontrer mes voisins, c'est donc de vous que papa parlait ce matin? Je crois bien que oui. Vous étiez déjà à la maison alors? J'ai même pris mes quartiers dans notre chambre. J'ai fait maintenant le tour du village et je m'en vais voir de quoi ça a l'air de l'autre côté des rails. J'aimerais bien t'accompagner, mais si je mets pas un orteil en route, je suis mort. On aura le temps. Y a-t-il une boutique où je pourrais trouver des piles pour ma torche? Après la gare, montez vers le centre-ville et demandez la boutique de Boroko. Vous ne pouvez pas le rater. Après les cours, on aura un match. Vous serez déjà de retour? C'est à quelle heure votre match? 15h30. Je serai là. Après quelques marches, je me suis assise sur le pont pour réfléchir. Depuis la dernière nuit à Yaoundé, qui me semblait déjà appartenir à une autre époque, c'était la première fois que je m'autorisais une réflexion, une véritable réflexion sur ma situation. Trop de choses m'étaient tombées dessus, un rythme qui ne m'avait laissé que le temps d'encaisser et de dormir un peu. Je m'efforçais de compartimenter les événements qui s'étaient succédés depuis les révélations que Dodo m'avait faites sur son lit de mort, jusqu'à l'heure où je me trouvais à Mosondo. En faisant ce premier bilan, je me rendis vite compte qu'une colère, même saine, donne peut-être de la légitimité d'action, mais pas toujours les bons résultats que l'on veut. Car jusqu'à présent, on ne pouvait pas dire que j'avais vengé ma sœur, au contraire. Mais je refusais de perdre espoir. Je n'étais pas encore en position de force, mais la partie jouait. Surtout, je commençais à me poser quelques questions. Avais-je envie d'entreprendre ce voyage à la recherche d'un improbable personnage de contes et légendes qui posséderait entre autres dont celui de la dématérialisation des objets? Il me fallait commencer par répondre à cette question avant de m'interroger sur la manière avec laquelle j'allais m'y prendre pour convaincre ce Jamlimbe de me livrer son secret, à supposer que je parvienne à l'identifier. Et puis, qu'est-ce qui s'en suivrait si, par exemple, il refusait de collaborer? Je n'en étais même plus à me demander si ces gens qui m'avaient engagé avaient véritablement les moyens de me propulser dans le passé. Quelque chose dans mes sens d'Eosu me disait de n'en pas douter. Seulement, je n'arrivais pas encore à me convaincre qu'il y avait parmi eux une seule personne capable de me prédire sans spéculer sur le véritable dénouement d'une telle aventure. Beaucoup d'autres choses encore m'occupèrent l'esprit. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone,
15h35. Le temps était passé trop vite. Ou alors, j'avais rêvé trop longtemps. Il me restait juste le temps de remonter vers le lycée. La partie de foot entre les deux classes de 5e fut tellement spectaculaire que je me retrouvais à coacher les partenaires de match sans plus me soucier de l'heure. Vers 17h30, nous arrivâmes à la maison où Limba, le père, m'attendait déjà. Il me salua vigoureusement de la main droite, sans manifester la moindre émotion. Il s'empara de sa lampe torche et de la tête me fit signe de le suivre dans la cuisine. Nous empruntâmes une petite piste qui coupait parfois à travers les champs de manioc dans une clairière. Tous les 10 pas, il fallait se baisser pour passer sous une feuille ou sauter par-dessus d'une souche. Dépêchons-nous de monter, si nous voulons arriver avant la tombée de la nuit. Le site de l'ancien village se trouve à 5 km de l'autre côté du flanc de la colline. Nous marchâmes encore. J'étais épuisée quand nous arrivâmes sur le site de l'ancien village. Il n'y avait plus la moindre case. À première vue, rien ne semblait même indiquer que ce coin de brousse ait jamais été habité. La forêt avait triomphalement repris ses droits. Seuls quelques arbres fruitiers détonnaient dans l'ensemble, ultime témoignage d'un séjour humain prolongé en ces lieux. Viens voir, regarde cet endroit où rien ne pousse. Ce sont les derniers tombes qui furent creusées ici. Celles-là ont au moins 110 ans. Les plus anciens ont disparu. Quand quelqu'un mourait, on l'enterrait devant sa case, parfois carrément dedans. Regarde là-bas, dit-il en me montrant un imposant baobab auquel il ne restait plus que quelques branches mourantes. Voilà ce que tu dois considérer ici comme principal point de repère. Ce baobab a plus de 300 ans. Il avait sans doute déjà un bon gabarit au début du XVIIIe siècle. Cette rivière s'appelle la Libanga. C'est la même qui coule sous le pont vers le lycée. Elle cerne pratiquement le village et toutes les autres petites rivières s'y jettent. J'espère que tu as bien vu la piste qui mène à cet endroit, car demain, tu viendras seul. Aussitôt que tu auras déterminé un endroit pour ta fosse, fais-le-moi savoir. Maintenant, rentrons, il commence à se faire tard. Limba était bien sûr un Néoussou. C'était quand même le moindre des préalables pour être un si bon ami d'Adam. Je l'ai trouvé campé sur sa toiture aussitôt que j'ai mis le nez dehors. Il me conseilla, vu l'importance de ma mission, de ne pas prendre le risque de circuler dans le village, même en sa compagnie. Mercredi matin, je me réveillai après tout le monde, et voyant que la maison était déjà vide, je m'en fus chercher une machette dans la cuisine avant de reprendre la piste de la forêt. Je parvins finalement à retrouver mon chemin et débarquai de nouveau sur le site du village abandonné. Exactement comme la veille, je me sentis transportée par l'émotion de la vue de tombe qui hébergeait sans doute encore les restes des derniers patriarches. J'ai parcouru le site dans tous les sens en songeant à ce qu'une fouille archéologique pourrait mettre à jour en cet endroit. L'idée que moi, Alan Sona, j'étais sur le point d'aller tout vérifier de visu commençait à me faire de l'effet. J'ai noté que seules 2 choses étaient visibles de partout, le baobab tout à côté et le sommet de la colline d'Igba, au loin. Avec la rivière Libanga, ça me faisait 3 points de repère. De ces 3, le fleuve et le baobab s'imposaient comme le plus imposant, car la colline était à l'écart et ne pouvait servir que de référence visuelle. Il était plus judicieux de choisir l'emplacement de la fosse par rapport au fleuve et au baobab. J'ai fait des va-et-vient entre les deux,
et je vais découvrir un endroit où le sol avait été récemment fouillé, peut-être par des phacochères. En regardant la position du baobab par rapport aux tombes, j'ai compris que s'il fallait assimiler les tombes aux cases, alors cet arbre avait été le centre même du village. Par conséquent, si l'on creusait la fosse au voisinage du baobab, j'atterrirais en plein cours, totalement à découvert. Voilà pourquoi j'ai choisi de descendre le plus possible vers le fleuve, juste après la touffe des hauts bambous. De là, j'avais le baobab au nord et la colline d'Igba plein est. J'ai coupé un bâton fourchu, l'enfoncé dans le sol à l'endroit voulu et regagné le village avec satisfaction. Quand Limba revint, vers 15 heures, il me prit à part. Je lui donnai les détails de mon excursion matinale. Approuvant mon choix, il me promit de s'occuper de la suite. Il me restait donc plus d'une demi-journée à tuer en attendant l'arrivée des messieurs Ada et Damé. Limba, en bon patriarche, réunit toute sa maisonnée autour de la table pour le dîner. En le regardant tous mangeant en silence, je fus quelque peu gênée pour les 3 garçons qui ne sauront jamais qui avait réellement été leur respectable père, à moins qu'ils ne décident une nuit de transmettre le flambeau à l'un des 3. Ada et Damé avaient bien calculé leur coup. Il faisait nuit depuis longtemps quand ils arrivèrent au village. Ils n'avaient pas pris le train pour ne pas être vus à la gare. Ils avaient abandonné leur voiture au bord de la route poussiéreuse, là où Limba était allé les attendre. Et c'est à pied qu'ils avaient parcouru le dernier kilomètre de piste herbeuse qui conduisait à Somaboué, où je patientais dans un état de concentration intense. Le village était totalement endormi, à l'exception de quelques éossous sans mal d'aventure. Mais nous ne risquons rien. D'abord parce que la présence de Limba assurait notre protection, et ensuite parce que nous étions encore en chair et en os. Personne parmi nous ne s'était dédoublé. L'impératif de silence qui prévalait parmi les éossous, qui avait valu à Dodo son élimination, m'apparaissait désormais dans toute son importance. Tous ceux qui allaient nous voir à l'œuvre étaient d'office astreints au mutisme total. Notre mission jouissait donc d'une parfaite garantie de secret. Le risque que des échos parviennent à des oreilles étant nul ou presque. C'est en file indienne que nous arrivâmes dans la forêt sombre. Sans le moindre éclairage, Limba ouvrait la marche et c'est Ada qui était en queue. Nous arrivâmes sur le site de l'ancien village et descendîmes vers le point que j'avais choisi entre le baobab et la rivière. J'avais beau écarquiller les yeux, je n'y voyais pas grand-chose dans cette obscurité, me contentant de suivre. Cependant, je n'eus aucune peine à savoir quand on était arrivé à proximité de la fosse, quand mes pieds décelèrent de la terre remuée. Déshabillez-vous. Quand on me vous voyait, je savais que c'était Damé. Me dénuder ne me prit pas une minute. Il m'ordonna ensuite de descendre dans la fosse. Je me mis à 4 pattes et c'est un tâton que j'ai détecté le bord du trou. J'ai sauté les 2 pieds en avant. Par chance, la fosse n'avait pas 3 mètres de profondeur. Je me reçus en un roulé-boulé qui me permit par la même occasion de juger de sa largeur. Une fois debout, je me rendis vite compte qu'il n'était pas possible de sortir par soi-même de ce trou. Je n'eus pas le temps de stresser. La voix de Damé me parvint cette fois de haut. Couchez-vous par terre, dans le sens de la longueur, sur le dos, les bras le long du corps. Ensuite, fermez les yeux, dormez et transformez-vous. Je ne saurais dire le temps que j'ai mis à trouver le sommeil,
Mais mes compagnons semblèrent satisfaits quand je les ai retrouvés en Éossou, au bord de la fosse où ils m'attendaient. Ada n'arrêtait pas de tourner les doigts. Il avait visiblement du mal à contenir son excitation, lui aussi. Son, es-tu prête à partir? Oui. Alors redescends dans la fosse. Dame et moi te suivrons. Cette fois-ci, je voyais clairement. C'est donc de toute décontraction que j'ai plongé vers mon corps. Mes deux précepteurs décollèrent à leur tour et me retrouvèrent au fond de la fosse, laissant Nimba jouer le vigile en surface. Heureusement, je ne souffrais pas de claustrophobie, car mon voyage eût très bien pu s'arrêter là. Quand je me fus engagée de vive voix à accepter cette mission et ses conséquences, à la remplir avec toute la force de mon esprit, dans le strict respect de la modalité qui m'avait été prescrite, Dame m'étendit une tige d'herbe. Pour pouvoir partir, vous vous servirez de cette plante. Regardez-la bien. Elle présente des petites feuilles et des graines. Elle a des propriétés hallucinogènes qui font le bonheur virtuel de beaucoup. Quand c'est un Éossou qui la consomme, elle offre un avantage sensationnel. L'hallucination se transforme en réalité et l'Éossou a alors la possibilité d'intégrer physiquement le monde nouveau qui s'ouvre devant lui, d'y vivre normalement et de poser des actes dont les conséquences peuvent être perçues par tous. Voilà comment nous avons découvert, un peu par hasard, la porte du passé. 1001 tests ont permis d'établir que le nombre de feuilles ou de graines consommées détermine automatiquement l'année dans laquelle on plonge. Pour partir, on se sert des feuilles, tandis que pour revenir, on utilise les graines. Comme vous devez vous rendre en 1705, vous consommerez 306 de ces petites feuilles vertes. Pas une de plus, pas une de moins. Vous était-il déjà arrivé d'en prendre auparavant? Non, je me suis jamais droguée. Vous serez donc quelque peu secoué à l'arrivée, mais ça passera vite. Je vais maintenant cueillir et vous passer ce que vous mâcherez et avalez en comptant avec moi feuille par feuille. Nous commençons. Attendez. Si j'arrive en 1705, par le moyen d'une vision hallucinatoire, et que par exemple je ne trouve pas votre plante là, dans le milieu où j'évoluerai, comment procéderai-je pour rentrer? Puisque cette plante existe dans cette forêt, vous la trouverez là-bas. Mais nous avons évidemment prévu une bouée de sauvetage. Ceci. Un grain de maïs? Oui. En cas d'urgence, ce grain de maïs sec, vous vous mettrez rapidement sous la langue après la dernière feuille. Elle vous ramènera à notre époque. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit l'autre nuit à propos des objets. Quand vous arriverez de l'autre côté, le grain de maïs sera toujours dans votre bouche et il vous appartiendra alors d'en faire bon usage. Sommes-nous d'accord? Oui. Alors on y va. 1, 2, 3. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pour connaître la suite des aventures de Nossa en 1705, vous avez deux possibilités.
Première possibilité, vous devez acheter le livre. Deuxième possibilité, je vous raconterai la suite si la vidéo dépasse les 100 likes. Alors partagez et n'oubliez pas de lâcher un like. Sinon, nous vous retrouverons la semaine prochaine avec une nouvelle histoire. Otep!